Le 24 novembre 2020, un silence brutal s'abat sur le rugby français. Christophe Dominici, l'enfant du Sud devenu légende nationale, est retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Un corps inanimé, une chute d'une dizaine de mètres, et des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Les premières informations tombent, pas de traces de lutte, pas de substances illicites, pas d'explication claire. L'autopsie exclut l'intervention d'un tiers, mais ne donne pas de réponse définitive. Était-ce un accident? Un geste désespéré? Ou l'épisode tragique d'un esprit tourmenté? Personne ne le sait. Ce jour-là, la France perd un héros. L'homme qui, en 1999, avait marqué un essai inoubliable contre les All Blacks. Le joueur frêle que l'on disait trop petit pour le haut niveau, mais qui avait défié les géants et conquis le monde. Pourtant, derrière la gloire, il y avait l'ombre, la dépression, les insomnies, les échecs post-carrière, et une fragilité que peu soupçonner vraiment. Les témoins racontent un homme épuisé, hanté par ses démons intérieurs. Si vous appréciez ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires fortes et émouvantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires qui comptent. Certains évoquent un état délirant les jours précédant sa mort, provoqué par le manque de sommeil et une souffrance psychique insoutenable. D'autres refusent d'y croire, affirmant qu'il restait plein de projets et d'amour pour sa famille. Ce mystère, cette frontière floue entre accident et suicide, continue d'alimenter toutes les hypothèses. Et c'est là que réside toute la force de cette histoire, un héros parti trop tôt, dans des circonstances qui échappent à toute certitude. Ce documentaire plonge dans la vie et la mort de Christophe Dominici. Il raconte l'ascension fulgurante, la gloire éternelle, mais aussi les blessures invisibles et le mystère de sa disparition. Car parfois, derrière la lumière des stades, se cache une obscurité que personne n'ose regarder. Le 24 novembre 2020, la France du rugby est sous le choc. Christophe Dominici, l'un de ses plus grands héros, est retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Son corps gît au pied d'un bâtiment désaffecté, après une chute d'une dizaine de mètres. Les secours interviennent rapidement, mais rien n'y fait. À seulement 48 ans, l'ailier mythique des Bleus s'éteint brutalement. La nouvelle frappe comme la foudre. Comment un homme qui, 21 ans plus tôt, avait fait chavirer la planète rugby en renversant les All Blacks à Twickenham, a-t-il pu finir ainsi? Accident tragique, geste désespéré, ou mystère jamais élucidé? L'enquête conclut à l'absence d'intervention extérieure. L'autopsie écarte la piste criminelle. Les analyses toxicologiques ne révèlent ni alcool, ni drogue, ni surdose médicamenteuse. Mais aucune certitude n'émerge. Des témoins évoquent une chute soudaine, presque irréelle. Quelques jours plus tôt, selon certains proches, Christophe aurait montré des signes de fatigue extrême, d'insomnie chronique, voire d'un état délirant. L'hypothèse d'un moment de perte de contrôle, d'une rupture psychique, n'est pas écartée. Pourtant, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un suicide. Rien ne prouve non plus que ce fut un simple accident. Cette ambiguïté nourrit le mystère. Elle alimente aussi la douleur de ses proches, de ses coéquipiers, de ses supporters. Car Christophe Dominici n'était pas seulement un joueur de rugby. Il était un symbole. Un symbole de courage, de passion, de liberté. Mais aussi, dans sa vie intime, un homme marqué par la fragilité, les blessures invisibles, les doutes incessants. Ce documentaire revient sur les derniers instants de sa vie, sur les zones d'ombre qui entourent sa mort, mais aussi sur l'homme derrière la légende. Un homme qui brûlait la vie, qui fascinait par son énergie, mais qui portait en silence un poids trop lourd. Christophe Dominici est parti dans le mystère. Mais son souvenir reste, lumineux et troublant. Et son destin tragique continue de poser une question essentielle, que devient le héros quand les projecteurs s'éteignent le 24 novembre 2020, Paris s'éveille sous un ciel d'automne froid et gris. Rien, à première vue, ne laisse présager le drame qui va bientôt frapper. Dans l'ouest de la capitale, à Saint-Cloud, la journée commence comme tant d'autres. Mais pour Christophe Dominici, ce mardi marquera le dernier chapitre d'une vie faite de lumière et d'ombre. Ce matin-là, selon ses proches, Christophe paraît fatigué. Depuis plusieurs mois, il souffre d'un manque de sommeil chronique. L'insomnie le ronge, brouille son esprit, fragilise son équilibre. Certains témoignages évoquent un état quasi délirant, comme si la frontière entre réalité et hallucination devenait floue. Pourtant, rien n'annonce une tragédie imminente. L'ancien international de rugby est encore plein de projets, encore habité par le désir de se relever après l'échec du dossier Béziers. Vers midi, Christophe se rend au parc de Saint-Cloud, un lieu qu'il fréquente parfois. Ce vaste espace vert,
surplombant la Seine et la capitale, est un havre de paix pour certains, un lieu de méditation pour d'autres. Pour lui, ce sera l'ultime décor. À 14 heures environ, des passants l'aperçoivent près d'un bâtiment désaffecté, à proximité de l'avenue de la Grille d'Honneur. C'est un ancien édifice en béton, en surplomb de l'autoroute A13 qui relie Paris à la Normandie. L'endroit n'a rien de rassurant, un parapet étroit longe la structure, dominant la route de plusieurs mètres. Soudain, l'impensable se produit. Selon une témoin, Christophe monte sur le parapet, puis chute brutalement, sans un mot, sans un geste de protection. Son corps bascule dans le vide et s'écrase une dizaine de mètres plus bas, sur un sol dur et froid. L'alerte est donnée immédiatement. Le SAMU arrive sur place. Les secouristes tentent de réanimer l'ancien champion, mais il est trop tard. À 48 ans, Christophe Dominici est déclaré mort. La nouvelle se répand d'abord localement, puis gagne en quelques minutes l'ensemble du pays. Les notifications affluent sur les téléphones, les rédactions interrompent leur programme. Christophe Dominici est décédé, annonce la presse. Le choc est immense. Rapidement, les enquêteurs se rendent sur les lieux. Les premières constatations ne révèlent aucune trace de lutte. Aucun signe d'agression, aucun indice laissant penser à une intervention extérieure. Le bâtiment désaffecté est inspecté de fond en comble, mais rien n'indique qu'un tiers soit impliqué. L'autopsie, réalisée dans les jours suivants, confirme cette première impression. La mort est due à la chute. Aucune trace d'alcool, de stupéfiants ou de surdose médicamenteuse n'est retrouvée dans son organisme. Les analyses toxicologiques écartent ainsi les scénarios les plus évidents. Alors, que s'est-il passé? Accident? Christophe a-t-il perdu l'équilibre en marchant sur ce parapet dangereux? Ou geste désespéré, conséquence d'un état psychologique dégradé depuis des semaines? L'hypothèse d'une crise délirante, liée à l'insomnie chronique, est avancée. Certains affirment qu'il vivait depuis plusieurs mois dans un état de tension extrême, alternant entre phases d'excitation et moments de profonde mélancolie. Ses proches, dévastés, peinent à comprendre. Certains refusent d'admettre qu'il ait pu se donner la mort. Christophe aimait trop la vie, aimait trop ses filles, répète-t-il. D'autres, plus inquiets depuis longtemps, évoquent ses fragilités psychologiques, connues depuis sa jeunesse, et craignent qu'elles aient fini par l'emporter. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, dans le froid de novembre, Christophe Dominici s'est éteint dans un décor solitaire, loin des stades qu'il avait vu briller. Le contraste est saisissant. L'homme qui avait un jour fait vibrer des millions de Français tombe dans l'anonymat d'un parc, au bord d'une autoroute. La mort de Dominici ne se résume pas à un simple fait divers. Elle porte en elle une dimension tragique, presque théâtrale. Un héros qui chute, littéralement, comme s'il rejouait une métaphore cruelle de sa vie. Toujours entre élévation et chute, toujours entre gloire et abîme. Pour les enquêteurs, le dossier reste délicat. Impossible d'affirmer avec certitude la cause de la chute. Les conclusions officielles mentionnent une absence d'intervention extérieure, mais laissent ouverte la question du suicide ou de l'accident. Cette incertitude nourrit le mystère, entretient la légende. Le 24 novembre 2020 devient ainsi une date funeste pour le rugby français. Un jour où le temps s'arrête, où la mémoire collective se fige. Car à travers la mort de Christophe Dominici, c'est toute une génération de supporters qui se souvient de Twickenham, de ses courses folles, de son énergie communicative. Et c'est tout un pays qui découvre, brutalement, la fragilité derrière la gloire. Ce dernier jour, reconstitué par les témoins et les enquêteurs, reste entouré d'ombre. Il est le point de bascule d'un destin hors norme. Un destin où la lumière des stades se termine dans la solitude d'un parc, laissant derrière lui une question qui résonne encore, que s'est-il vraiment passé à Saint-Cloud, lorsque la nouvelle de la mort de Christophe Dominici éclate le 24 novembre 2020, la première réaction des autorités est d'ouvrir une enquête. Un ancien international de rugby, figure nationale, retrouvé mort dans un parc de l'Ouest parisien, l'affaire ne peut être traitée comme un simple accident. Chaque détail compte, chaque témoignage est scruté, chaque indice est analysé. Les policiers du commissariat de Saint-Cloud arrivent rapidement sur les lieux. Le corps repose au pied d'un ancien bâtiment désaffecté, en contrebas de l'avenue de la Grille d'Honneur. Le site est aussitôt sécurisé. Les premières constatations confirment la chute, une dizaine de mètres séparent le parapet de béton, étroit et glissant, de l'endroit où Christophe a été retrouvé. Aucune trace de lutte n'est visible. Pas de signe d'agression, pas d'objet suspect à proximité. L'hypothèse criminelle, évoquée un instant, est rapidement écartée. Mais l'absence d'agression ne résout pas le mystère. La question reste entière, que faisait Christophe sur ce parapet? Le lendemain
le parquet de Nanterre ordonne une autopsie complète. Les résultats, publiés quelques jours plus tard, confirment ce que l'on redoutait, la mort est due au traumatisme causé par la chute. Mais surtout, l'expertise exclut toute intervention extérieure. Pas de coup, pas de traces de contrainte. Christophe est tombé seul. Les analyses toxicologiques sont scrutées avec attention. Beaucoup imaginaient que l'ancien rugbyman, connu pour ses excès dans la vie privée, aurait pu consommer de l'alcool ou des stupéfiants. Mais les tests sont formels, aucun alcool dans le sang, aucune trace de drogue, pas de dose anormale de médicaments. Le rapport est clair. Alors, comment expliquer l'inexplicable? Les enquêteurs explorent une autre piste, l'état psychologique de Christophe dans les semaines précédant sa mort. Plusieurs proches témoignent de son épuisement, de ses insomnies répétées, de comportements inhabituels. Certains parlent même d'un « épisode délirant » observé quelques jours plus tôt. L'hypothèse d'une perte de contrôle, d'un moment de rupture psychique, prend de l'ampleur. Mais là encore, aucune certitude. Car si Christophe souffrait de troubles psychologiques, il restait aussi un père aimant, un homme de projet, quelqu'un qui parlait encore de son avenir. Pour ses proches les plus intimes, l'idée d'un suicide reste insupportable. Ils évoquent un accident, une mauvaise chute, un geste imprudent sur ce parapet dangereux. L'enquête officielle, limitée par l'absence de témoins directs de l'instant précis de la chute, ne peut pas trancher. Elle se contente d'écarter la piste criminelle. Le reste demeure dans une zone grise. Cette incertitude devient vite un sujet médiatique. Les journaux s'interrogent, accident ou suicide. Les chaînes d'information en continu spéculent. Les experts invités sur les plateaux évoquent la dépression des sportifs, la difficulté de la reconversion, mais aussi le rôle du hasard tragique. Rien n'est confirmé, tout reste hypothèse. Dans ce brouillard, une vérité s'impose pourtant, Christophe Dominici est mort seul, dans des circonstances que la science ne peut pas totalement expliquer. Cette impossibilité de conclure nourrit le mystère et alimente les rumeurs. Le parquet de Nanterre, dans son communiqué final, insiste sur un point, aucune trace d'alcool, de drogue ou de violence. Une conclusion rassurante pour certains, mais frustrante pour beaucoup. Car si l'on sait ce qui n'est pas arrivé, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Les enquêteurs quittent les lieux, les rapports s'empilent dans les dossiers. Officiellement, l'affaire est close. Mais dans la mémoire collective, elle reste ouverte. Car Christophe Dominici n'était pas un anonyme. Il était un héros national, un visage familier, un joueur qui avait offert à la France l'un de ses plus grands moments de sport. Et les Français, face à sa disparition, refusent les zones d'ombre. Cette frustration collective est palpable. Les supporters veulent une explication, les journalistes cherchent une vérité, les proches espèrent une paix. Mais tout ce que l'enquête peut offrir, ce sont des faits bruts, froids, insuffisants pour combler l'absence. Au fond, cette enquête révèle plus qu'elle ne résout. Elle met en lumière la difficulté de saisir la complexité d'un destin brisé. Car au-delà des analyses médicales et des rapports judiciaires, il y a un homme. Un homme fragile, marqué par des blessures intimes, par un vide existentiel que ni les victoires ni la gloire n'ont su combler. Ainsi, le travail des enquêteurs s'achève là où commence celui de la mémoire. La justice a clos son dossier, mais le public continue d'interroger. Et cette tension, entre vérité officielle et mystère persistant, façonne la légende. Car si Christophe Dominici est tombé ce jour-là, personne ne sait vraiment pourquoi. Et c'est peut-être dans ce silence que réside la part la plus troublante de son histoire. Derrière le sourire éclatant de Christophe Dominici, derrière l'image flamboyante du joueur qui défiait les géants, se cachait une fragilité profonde. Ses proches le savaient, ses coéquipiers l'avaient pressenti, mais peu mesuraient l'ampleur de sa souffrance intérieure. Car Dominici n'était pas seulement un champion, il était aussi un homme marqué par les blessures invisibles, celles qui ne se voient pas sur les terrains. Depuis l'adolescence, Christophe portait en lui une douleur intime, la mort tragique de sa sœur aînée. Ce drame, survenu alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, avait laissé une cicatrice indélébile. Dans son livre Bleu à l'âme, il confiera plus tard que cette perte fut un gouffre, un vide impossible à combler. Toute sa carrière, toute sa rage sur le terrain, semblait habitée par ce deuil jamais surmonté. Jouer, marquer, gagner, c'était, pour lui, une manière de conjurer l'absence. À cette blessure fondatrice s'ajouta une sensibilité exacerbée. Christophe était un hypersensible, un homme capable de se réjouir comme un enfant mais aussi de s'effondrer dans la solitude. Ses coéquipiers se souvenaient de ses rires bruyants, de ses blagues incessantes, mais aussi de ses silences lourds, de ses regards perdus dans le vide. Christophe vivait tout à 100%, dira un ancien partenaire. La joie comme la tristesse.
Cette intensité émotionnelle le rendait brillant sur le terrain, mais vulnérable dans la vie quotidienne. Hors du rugby, il peinait à trouver un équilibre. L'adrénaline des matchs, l'amour du public, la discipline de l'entraînement servaient de bouclier. Mais une fois les projecteurs éteints, le vide réapparaissait. L'insomnie fut l'un de ses ennemis les plus acharnés. Pendant des mois, puis des années, Christophe dormit mal, parfois pas du tout. Les nuits blanches s'accumulaient, rongées par l'anxiété, les pensées obsédantes, les souvenirs douloureux. Cette privation de sommeil fragilisait son corps et surtout son esprit. Dans les semaines précédant sa mort, plusieurs témoins rapportent qu'il errait, épuisé, incapable de trouver le repos. Certains parlent d'un « état second », presque délirant, conséquence de cette fatigue extrême. La dépression, elle, était une compagne silencieuse. Christophe en parlait parfois, à demi-mot, dans ses interviews ou dans son autobiographie. Il racontait les moments d'abattement, les jours sans énergie, les instants où la vie lui semblait trop lourde. Pourtant, il refusait de se définir par cette maladie. Fier, combatif, il voulait rester le guerrier, l'ailier intrépide que les Français admiraient. Mais les signes étaient là. Des sautes d'humeur, des excès dans sa vie personnelle, des décisions impulsives. Tout traduisait une souffrance que ni le rugby, ni la gloire, ni l'amour des siens ne suffisaient à apaiser. L'arrêt de sa carrière en 2008 avait aggravé ce mal-être. Privé de son refuge, il s'était retrouvé nu face à ses démons. La tentative de rachat du club de Béziers, en 2020, fut symptomatique. Christophe s'y était jeté à corps perdu, comme si ce projet devait lui redonner une raison de vivre. L'échec, médiatisé et humiliant, avait été une blessure supplémentaire. Derrière les micros, il laissait éclater sa colère, « J'ai honte », avait-il déclaré publiquement. Une phrase lourde, révélatrice de son sentiment de rejet. À mesure que les années passaient, cette fragilité s'accentuait. Ses proches racontent qu'il oscillait entre des phases d'enthousiasme débordant et des périodes de profonde mélancolie. Un jour, il parlait de nouveaux projets, plein d'énergie. Le lendemain, il s'enfermait, abattu, inaccessible. Cette alternance traduisait une lutte intérieure permanente. Son entourage tentait de l'aider. Sa compagne, ses amis, ses anciens coéquipiers l'encourageaient à chercher du soutien, à consulter. Mais Christophe, fier et pudique, n'acceptait pas facilement d'être vu comme un homme fragile. Dans son esprit, il devait rester le guerrier, celui qui avait renversé les All Blacks. Et pourtant, derrière cette façade, l'homme s'épuisait. Les insomnies, la dépression, les échecs personnels creusaient peu à peu un gouffre. Quand il montait sur ce parapet de Saint-Cloud, ce 24 novembre 2020, il portait sur ses épaules des décennies de souffrance silencieuse. Son histoire révèle la face cachée du sport de haut niveau. Les champions sont admirés pour leur force, leur courage, leur résilience. Mais rarement on parle de leurs failles, de leurs doutes, de leurs blessures psychologiques. Christophe, par sa sincérité et son destin tragique, a mis en lumière cette réalité. Il restera à jamais l'homme de Twickenham, l'ailier flamboyant qui fit tomber les All Blacks. Mais il restera aussi celui qui osa dire « Le rugby m'a sauvé, mais il ne m'a pas guéri ». Une phrase terrible, qui résume à elle seule le combat d'une vie. Car derrière le rugbyman, il y avait un homme fragile. Un homme qui brûlait la vie avec intensité, mais qui se consumait aussi dans ses nuits sans fin. Printemps 2020, alors que la France est encore secouée par la pandémie de Covid-19, Christophe Dominici se lance dans un projet qui, selon lui, doit changer sa vie, la reprise du club mythique de l'AS Béziers Hérault. Pour l'ancien ailier du Stade français et du 15 de France, c'est bien plus qu'un investissement. C'est une mission, un nouveau rôle, presque une rédemption. Béziers, c'est un nom chargé d'histoire. Dans les années 1970 et 1980, le club a dominé le rugby français, soulevant trophée après trophée. Mais au fil du temps, l'ASBH a décliné, jusqu'à végéter dans l'ombre, en Pro D2, loin des fastes passés. Pour Christophe, relancer ce monument endormi, c'est comme raviver une flamme, écrire une nouvelle légende. Avec un groupe d'investisseurs, dont il assure qu'ils viennent du Moyen-Orient, il présente un plan ambitieux, restructurer le club, injecter des fonds importants, recruter de nouveaux talents, et replacer Béziers au sommet. Devant les médias, il parle avec la fougue d'un passionné, Béziers mérite de retrouver sa place. Moi, j'y crois, et j'y mettrai toute mon énergie. Son enthousiasme est communicatif. Les supporters de l'ASBH se prennent à rêver. L'ancien héros des Bleus, celui de Twickenham, veut leur redonner une gloire perdue. L'histoire est belle, presque trop belle. Mais très vite, des doutes surgissent. Les journalistes, les dirigeants du club,
les instances sportives commencent à poser des questions. Qui sont vraiment ces mystérieux investisseurs du golf? Pourquoi ne se présentent-ils jamais? Où sont les garanties financières? Les réponses de Christophe sont évasives, parfois contradictoires. Les semaines passent, et le projet s'effrite. Les dirigeants biterrois, d'abord séduits, se refroidissent. La pression médiatique devient énorme. Les critiques pleuvent. Certains accusent Dominici de vendre un rêve sans fondement, d'être manipulé, ou pire, de manipuler lui-même. Christophe encaisse mal ses attaques. Fier, impulsif, il se sent trahi. Sur les plateaux télé, dans les journaux, il monte au créneau. Sa voix tremble parfois, son regard est habité. C'est une injustice, répète-t-il. Il croit, ou veut croire, que son projet est solide. Mais les faits s'accumulent, les investisseurs annoncés ne se manifestent pas, les promesses financières s'évaporent. L'issue devient inévitable. L'AS Béziers rejette officiellement la proposition Dominici. Le rêve s'effondre. Pour Christophe, c'est une humiliation publique. Lui qui avait toujours voulu prouver sa valeur, lui qui avait déjà souffert de tant de doutes et de critiques, vit ce rejet comme une blessure intime. « J'ai honte », déclare-t-il dans une interview. 3 mots simples, mais lourds de désespoir. Honte d'avoir échoué, honte d'avoir cru, honte d'avoir entraîné d'autres dans ce naufrage. Ses proches racontent qu'il était profondément affecté. Ce projet n'était pas seulement professionnel, c'était existentiel. Il y voyait une chance de se reconstruire, de retrouver une identité après la fin de sa carrière. Le voir s'écrouler sous les critiques et les soupçons a été pour lui un coup terrible. La presse, parfois impitoyable, en rajoute. On évoque un rêve impossible, une chimère, un échec cuisant. Les chroniqueurs se moquent de son excès de passion, de son manque de rigueur. Derrière ces lignes, il y a un homme qui lit, qui écoute, qui encaisse. Christophe, hypersensible, se sent accablé. Le dossier Béziers restera comme un tournant dans sa vie post-rugby. Au lieu d'être une renaissance, il devient un rappel cruel de ses fragilités. Il rêvait de ramener un club au sommet, il se retrouve au centre d'une polémique nationale. Loin de l'image du héros, il devient, aux yeux de certains, l'illustration d'un champion déchu. Ce fiasco ajoute un poids supplémentaire à son mal-être. À ses insomnies, à sa dépression, à ses blessures anciennes, s'ajoute désormais l'amertume d'un échec public. Ce qu'il espérait être une revanche devient une nouvelle chute. Dans les mois qui suivent, ses proches le sentent plus sombre. Il parle encore de projet, mais sa voix manque de conviction. Le feu intérieur est toujours là, mais vacille. Certains affirment que l'épisode Béziers l'a marqué au fer rouge, accentuant son sentiment d'exclusion et de rejet. À l'automne 2020, quand il se rend à Saint-Cloud, Christophe est encore hanté par cet échec. Le rêve de Béziers n'a pas seulement échoué, il l'a laissé face à ses fantômes, seul, blessé, incompris. Le projet devait être un tremplin. Il devint un gouffre-point aux yeux du grand public, Christophe Dominici restera toujours ce joueur incandescent, ce petit ailier qui faisait chavirer les stades par ses courses folles et ses éclats imprévisibles.